Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café pour une nouvelle émission ce jeudi matin. On s'approche du but, on s'approche de ce match contre l'AS Monaco. Ça sera bon, on a encore un peu de temps, ça sera dimanche à 20h45, on le rappelle, prise d'antenne à 19h45 sur lephocéen.fr. Comme d'habitude, on va être ensemble pendant une petite heure ensemble ce matin dans l'OM au café. Ça me fait plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas également, on est sur Twitch, on le rappelle, encore une fois on stream sur Twitch également et sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, à me poser vos questions. Ouais, Sauna 13, c'est vrai, en mode footballeur américain. Là je suis parti faire un petit match de NFL avec les Philadelphia Eagles et donc on est parti, on est bien, il fait froid aussi, donc il fallait se couvrir un petit peu. Donc voilà, on a essayé de mettre un petit manteau un petit peu plus chaud, même s'il fait très beau. Il fait très beau à Marseille. Macter le nul, merci. Ça fait plaisir. Merci à vous pour tous vos messages. Je vais revenir rapidement sur l'OM au café, de lundi, parce que j'ai reçu pas mal de messages de vous, que ce soit sur MyPhocéen ou même en privé, pour me dire que vous aviez pas forcément voulu me blesser ou quoi, mais je rappelle, il y a pas de souci. On a discuté, pour moi il y avait aucun problème, chacun a son avis et c'est ça qu'on a aimé. Donc moi j'ai eu aucun problème à débattre avec vous. Évidemment c'était sur Luis Enrique, mais il y a eu aucun problème, donc je tenais à préciser ça. Et je vois notamment des messages ce matin, ça fait plaisir, hein, évidemment les messages ça fait chaud au cœur, mais j'ai vu qu'il y en a certains qui ont eu peur de me blesser ou de me vexer. Mais pas du tout, et notamment même Jeannot aussi qui est venu, qui a intervenu au téléphone. Chacun a son avis et c'est ça, et c'est respectable. Tant que c'est fait dans le respect, il y a pas de problème. Tiens, Lolo M qui nous salue de Malaga. Bah tiens, je vais prendre ton premier message, ça fait plaisir. J'espère qu'il fait beau aussi à Malaga. J'imagine qu'il doit faire pas mal. Beau petit temps. Slim, des nouvelles du stage de nos chers Olympiens? Non, bah à part le fait qu'il soit à Malmort avec un groupe plutôt élargi et qui se sont mis un petit peu à l'abri des regards indiscrets. Voilà, non, il n'y a pas forcément de nouvelles. On aura la conférence de presse qui a été en plus décalée, donc elle sera samedi, horaire un petit peu et jour un peu inhabituel, puisqu'ils vont rentrer à vendredi. Donc conférence de presse samedi, on en saura un peu plus. On va pouvoir aussi questionner Roberto De Zerbi là-dessus. Et puis à midi et demi, donc la conférence de presse. Voilà pour la petite info, si vous ne l'aviez pas jusqu'à présent. Donc voilà la petite info sur la conférence de presse. Donc sûrement on aura le temps et l'occasion de poser des questions à Roberto De Zerbi en ce sens-là. Didier M tient de Paris, ça passe aussi bien sûr, de partout ça passe, il n'y a pas de problème. Donc voilà, non Brassier, il me semble que Brassier était bien dans le groupe de départ. Après voilà, il y a eu un choix de l'écarter, pour le match contre Lens, mais il sera de retour vraisemblablement contre Monaco. Donc là aussi c'est pareil, hein, ça sera des questions qu'il faudra poser et qui seront intéressantes à poser à Roberto De Zerbi avant cette rencontre-là de dimanche, voir qu'est-ce qu'il compte faire aussi avec sa défense, avec Lilian Brassier. Donc voilà, est-ce que c'était convenu d'un commun accord avec le joueur? C'est ces questions-là qui seront intéressantes à lui poser, et puis aussi savoir ce qu'ils ont pu travailler cette semaine à l'entraînement. Tiens, un bon petit train de la hype qui est lancé, bon niveau 1, ça commence tout doucement, tout doux bijou comme on dit, et puis mais ça va monter. Thibaut Wagner, tiens, qui nous salue. Salut à tous ceux qui sont sur le chat YouTube également. Je vais essayer de prendre des messages. GL Mom, tiens, qui me demande ton avis sur le fait que Turpin arbitrera le match dimanche soir. Oui, bah moi c'est un arbitre
je porte pas du tout dans mon cœur. Je sais pas quel est votre avis et votre opinion là-dessus. Après, moi, j'ose espérer toujours que l'arbitre aura pas une incidence sur le match. Et c'est assez compliqué depuis le début de la saison avec les décisions d'arbitre. On a vu également les instances qui aiment nous punir. Là, il y a une info, une décision qui a été rendue sur le sursis, un huis clos sursis prononcé contre le Vélodrome et contre l'OM à cause de ce jet de projectile involontaire et c'est bien ça qui est problématique parce que c'est un jet et un acte involontaire. Alors évidemment c'est malheureux que ce soit tombé sur Ambre Godillon qui mérite pas de subir ça pour quand tu couvres un match de foot, et personne ne mérite de subir ça, même si tu es pour le PSG, même si tu es pour Lyon, même si voilà, c'est pas normal que tu sois dans un stade de foot et que tu reçoives ce projectile là. Mais Elbrog, en fait, ce qui s'est passé et la vidéo qu'on avait pu voir, c'est que en fait c'est une cigarette électronique qui semble-t-il tombée, a chuté depuis le haut de la tribune et qui est retombée malheureusement sur le stade, d'abord qui a rebondi sur une bâche et puis qui a atterri sur la tête et le visage d'Ambre Godillon. Donc c'est pas forcément déjà elle n'était pas visée, et je pense que voilà, c'est peut-être d'énervement, le supporter après le but a voulu balancer sa cigarette électronique par terre, mais c'était pas forcément dans l'optique de viser quelqu'un en fait. Donc c'est ça le caractère en fait involontaire, et voilà pourquoi c'est ce mot-là qui a été employé. Donc voilà, c'est ça là, ce qui s'est passé. On avait vu un petit peu la vidéo après le match. Donc voilà pour éclaircir un petit peu la situation. Après, ce qui est malheureux, c'est que pour un seul jet, c'est tout un stade qui serait en sursis. Donc souvent, quand il y a des fumigènes ou quand il y a des actes en virage, c'est le virage qui est sanctionné. Là, c'est tout le stade pour un jet. C'est ça qui est peut-être un petit peu une décision un petit peu trop sévère à mon goût. En tout cas, voilà, chacun aura son opinion là-dessus, mais voilà, pour préciser l'acte involontaire Yaoninho, j'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Qu'est-ce que je voulais rebondir aussi, parce qu'il y a une autre info qui est tombée. Oui, c'est Andrea Maldera, l'adjoint de Roberto De Zerbi, qui a aussi été suspendu, donc a écopé de 3 matchs de suspension après son coup de gueule un petit peu contre Lens après le but. Le but lensois marquait le deuxième but, le but de l'égalisation, qui a finalement été annulé. Mais à ce moment-là, il y a eu Maldera qui a dû prononcer des mots un petit peu vulgaires à l'encontre de l'arbitre. Et donc voilà, 3 matchs de suspension. Donc c'est toujours un petit peu plus sévère quand c'est l'Olympique de Marseille. 3 matchs, pour être précis, c'est donc 3 matchs fermes et 1 avec sursis. Donc c'est quand même une grosse sanction pour l'adjoint de l'OM. Donc j'ai l'impression qu'il y a toujours quand même une certaine sévérité avec l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai entendu des propos de dirigeants critiquer l'arbitre. Pour l'instant, j'ai pas vu de dirigeants être suspendus. On a eu nous Benatia. Benatia a dans la foulée été suspendu. Ça a fait un débat national. C'était limite, il fallait peut-être renvoyer Benatia et le virer de l'Olympique de Marseille. Enfin, des fois, j'ai vu des discussions sur certains plateaux qui étaient assez lunaires. Mais là, d'autres dirigeants emploient des termes assez véhéments envers les arbitres, invectivent un petit peu les arbitres après les matchs. Mais non, ils s'en sortent sans rien, donc c'est assez étonnant quand même toujours ces sanctions contre l'OM. J'ai pas envie de jouer le parano de service, mais depuis le début de la saison, il y a quand même beaucoup de décisions contraires, et ça commence un petit peu à m'agacer honnêtement. Balogun revient contre nous, ouais. Après, comment il va revenir? J'avais pas eu cette info là de Balogun qui était de retour, et il était blessé à l'épaule depuis un moment, mais c'est vrai que c'était dans ces eaux-là peut-être qu'il devait revenir, mais après à voir aussi dans quel état de forme. Je pense qu'il partira de toute façon avec cette attaque-là avec Mbolo qui était titulaire hier avec Monaco. Donc voilà, je pense que Balogun sera remplaçant sur ce match-là.
Tiens, je vais continuer à prendre les messages. Massilia, tu repars, ça sent pas bon, il nous dit. C'est Foufa au Campos, par exemple. Tiens, j'ai pas vu le. J'ai pas vu. Ah non, Luis Campos, tu parlais de Luis Campos. Slim, défaite de Monaco, bonne ou mauvaise nouvelle selon toi, Alfredo 80? Bah alors, pour être tout à fait franc avec vous, j'ai pas vu le match de Monaco hier. Je me suis fait un large résumé et j'ai demandé aussi à une personne qui l'a regardé dans son entièreté de me faire un petit peu un débrief de ce match-là parce que j'étais pas dispo hier soir, donc j'ai pas pu le voir. Bon, de ce qu'on m'a dit quand même, Monaco et la défaite est quand même pas méritée pour les Monégasques qui ont eu aussi un arbitrage un petit peu sévère pour aussi le coup en Ligue des Champions. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise nouvelle, ça sera une autre compétition. Là, c'était la Ligue des Champions, donc c'est toujours une motivation différente, mais là, ça va être, ils vont enchaîner avec un gros match. Pour eux, c'est un gros rendez-vous, le match de dimanche au Vélodrome en plus. Ils savent qu'ils peuvent faire aussi le trou avec nous, donc non, ils vont l'aborder comme un match de Coupe d'Europe, hein, limite, je pense, l'AS Monaco. Donc c'est pas une bonne ou mauvaise nouvelle. Alors peut-être que psychologiquement, mais surtout que leur qualification n'est pas forcément remise en cause avec cette défaite-là contre Benfica. Ils auraient pu bien se placer en gagnant. Ils auraient pu faire la bonne opération, mais voilà, ils sont pas en difficulté dans cette Ligue des Champions. Si vous voulez, cette défaite pour moi elle reste assez anecdotique, surtout que dans le contenu de ce qu'on a pu me rapporter, c'était plutôt intéressant. Donc non, je pense qu'ils vont venir de toute façon au Vélodrome avec des certitudes que nous on n'a pas forcément. Après, ils ont quand même des faiblesses dans leur équipe. Je peux en parler. Non, j'ai même pas regardé. C'était pas Liverpool-Real que j'ai regardé. McTer le nul. Pas de soirée Ligue des Champions hier pour moi. J'étais pas dispo. J'étais en off, on va dire ça comme ça. Non, et donc j'en étais où? J'en étais à dire que oui, Monaco a quand même des failles dans cette collectivement. Donc ça reste une belle équipe, j'ai dit avec beaucoup plus de certitude que nous dans le jeu, mais ça reste une équipe à mon sens qui est prenable. Il faudra faire de toute façon nous un gros match, mais je pense que défensivement, alors ils ont un milieu très très fort. Après moi défensivement, je trouve qu'ils sont quand même prenables si ils ont de très bons latéraux offensivement, donc notamment Caio Henrique et Vanderson. C'était eux qui jouaient hier. C'est souvent eux qui jouent dans cette équipe-là. Ce sont de très bons latéraux offensivement, mais défensivement, dès qu'il faut défendre, c'est un peu plus compliqué. Donc, je pense qu'il va falloir aller les chercher, avoir des joueurs qui vont être prêts à leur faire mal, à aller les défier en 1 contre 1. Pour moi, ça sera ça aussi la clé. Donc, on a la chance d'avoir un Greenwood sur le côté droit et pourquoi pas un Jonathan Rowe côté gauche qui peuvent vraiment faire mal à ces défenseurs-là, les pousser vraiment à défendre parce que ce ne sont pas des super défenseurs, en tout cas à mon sens. Et puis même après derrière, Thilo Kehrer, c'est pas un défenseur que je trouve très bon. Singo en revanche c'est plutôt solide, mais voilà, je pense qu'il y aura quand même des failles et il faudra les exploiter. Mais je l'ai dit, et puis nous, après avoir dit ça, eux aussi peuvent penser la même chose de notre défense avec et puis eux ils ont de gros arguments aussi avec Ben Seguir, Akliouche, Golovin, c'est quand même costaud. Mbolo, même si c'est pas le joueur le plus adroit techniquement, le plus adroit devant le but, c'est un attaquant qui vendange beaucoup, mais le défi physique qui t'impose toujours, c'est toujours compliqué de marquer ce type d'attaquant là. Donc je pense qu'on aura quand même, on va quand même souffrir. Faut s'attendre à souffrir contre cette équipe de Monaco. Ça va être une grosse bataille, comme tu dis, Alfredo. Grosse bataille au milieu en perspective. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est solide collectivement. Ladgar, je te rejoins. Après voilà, moi j'ai expliqué, là je viens de t'expliquer, moi je trouve que les faiblesses qu'ils peuvent avoir, notamment dans le couloir et défensivement, mais après oui, ils sont solides. Le milieu de terrain c'est très fort avec Camara, avec Zakaria, donc ce sont un gros milieu de terrain. Mais avec nous, ce qu'on a vu contre Lens, surtout sur la seconde période,
Je repartirai avec le même milieu, moi, honnêtement, Rongier, Højbjerg et Rabiot. C'est costaud, hein, quand même, quand tu regardes comme ça, tu te dis quand même, on a aussi un sacré milieu, donc on peut les regarder dans les yeux, selon moi. C'est juste que nous, je trouve que collectivement, pour l'instant, il n'y a pas quelque chose qui se détache, on n'a pas forcément de grosses certitudes, mais intrinsèquement, je trouve pas qu'on ait grand-chose à envier à cet effectif-là, à part peut-être certains éléments offensifs, moi, qui me plaisent beaucoup, mais voilà. Voilà un petit peu mon avis sur la rencontre pour l'instant de jeudi. Auguste, tiens, qui me pose la question, Rongier doit-il récupérer le brassard? Non, pas forcément. Après, le brassard, j'allais dire, c'est pas anecdotique non plus le brassard. Je veux pas dire ça. J'allais dire ça reste qu'un bout de papier. Non, ce que je veux dire, c'est que Valentin Rongier occupe déjà dans le groupe, honnêtement, a déjà un rôle de capitaine au même titre que Højbjerg. C'est vrai qu'on a tendance à voir Valentin Rongier un peu le joueur un peu lisse, un peu gentil. C'est pas du tout le cas, pour connaître un petit peu des gens qui le connaissent très bien. C'est un vrai gagneur, limite un peu rageux, donc lui c'est quelqu'un qui va pas lâcher, c'est une personnalité, une personne qui est appréciée dans le vestiaire aussi, qui n'hésite pas aussi à dire les choses à ses coéquipiers, quitte à parfois un peu les blesser, un peu les brusquer, mais il dit les choses. Donc non, il a déjà ce rôle de leader, mais il récupérera pas le brassard. Je trouve que ce serait envoyer un message aussi très négatif à Balerdi à partir du moment où au début de la saison tu lui dis c'est toi le capitaine. Tu peux pas forcément te permettre de changer en cours de route comme ça, à moins que tu te mettes d'accord avec le joueur, que Balerdi te dise aussi que finalement il est pas encore prêt à assumer ce brassard-là, mais je pense pas que ce soit le cas. Donc ce serait peut-être plus l'enfoncer que de le changer. On a Rongier, on a Højbjerg aussi qui a ce leadership-là dans le vestiaire déjà. Donc voilà, on a des capitaines et je trouve qu'on a quand même malgré tout des leaders dans cette équipe qui se détachent. Et voilà, après le brassard restera à mon avis, à mon sens, à Balerdi. Voilà pour ma réponse. Tiens, Val Turner, moi j'ai des gros doutes sur Greenwood. Il y a beaucoup de matchs où il passe à travers. Surtout les gros matchs, je le trouve pas constant. Ouais, après là, moi j'ai bon espoir aussi que Monaco ouvre un peu le jeu et ce qui permettrait aussi à Greenwood d'avoir un peu plus d'espace. Alors il y a eu le match contre le PSG, bon je le mets un petit peu à part, où il est vraiment passé au travers, mais sinon là où il a été en difficulté, c'est face à des blocs bas, très compacts, qui l'ont pris aussi en individuel, qui se sont mis à deux sur lui, et là il a eu du mal aussi à changer un petit peu son jeu, à modifier son jeu. Il s'est parfois embourbé dans des dribbles, il a tenté des exploits un petit peu tout seul, mais on voit par contre quand il a beaucoup plus d'espace, c'est un joueur qui peut vraiment faire des différences, et je pense que Monaco va pas jouer bloc bas, il va pas faire ce qu'a fait Auxerre par exemple. J'imagine mal en tout cas Monaco adopter cette tactique là. Peut-être ce sera intelligent en tout cas de la part de Hutter de venir et faire et d'adopter cette tactique là, parce que ça pourrait vraiment nous faire mal avec les forces offensives qu'ils peuvent avoir, donc en contre-attaque ils pourraient nous faire mal, mais je vois pas ça. Donc je pense que Greenwood aura de l'espace. Je pense que Rowe aussi aura un peu d'espace. Donc voilà, je trouverais ça intelligent d'avoir ces deux ailiers là contre Monaco, honnêtement. Tiens, hier j'ai trouvé la dimension physique de cette équipe, parce que on va prendre un message d'une personne qui a vu le match, donc ça c'est intéressant, Charlie Goyard. Hier j'ai trouvé la dimension physique de cette équipe vraiment impressionnante, avec Akliouche qui m'a vraiment fait penser à Griezmann Prime, en balayant tout le front de l'attaque avec une justesse technique assez impressionnante, ce qui à la vue de notre animation défensive m'inquiète fortement. J'aimerais vraiment une défense à 3 avec Balerdi en libéraux, Cornelius axe gauche et Meite ou Murillo axe droit. Moi je pense qu'il va repartir avec Kondogbia. Honnêtement, j'ai vu la question passer. D'après toi, Cornelius ou Kondogbia, je pense que ça sera à nouveau Kondogbia. Cornelius va revenir de blessure. Ça sera un petit peu délicat. On n'a même pas trop là de nouvelles de comment et de l'état de forme physique là de Cornelius. Donc à voir, on en saura, je vous le dis, plus samedi. Il y aura l'entraînement également, donc j'y serai, donc je pourrai avoir un petit peu les petites billes. Mais là sur Kondogbia, moi j'imagine Kondogbia encore être aligné aux côtés de Balerdi. On l'a dit, hein, de toute façon il va falloir un petit peu de continuité à cette équipe là, même si c'est pas forcément ce qui nous plaît au premier abord, mais
je pense qu'il faut un petit peu, il va falloir conserver un petit peu de cette charnière-là, à mon sens en tout cas. Monsieur John, ne penses-tu pas que finalement nous sommes une équipe de transition, jouer bas et contrer notamment contre les grosses équipes? En tout cas, c'est là qu'on a excellé. C'est là où qu'on a excellé, mais c'est pas forcément le jeu et l'ambition de Roberto De Zerbi. Donc lui, il a bon espoir de réussir à mettre vraiment son jeu en place, son jeu de possession en place. Après, rien ne t'empêche aussi de t'adapter et d'avoir plusieurs cordes à ton arc, mais c'est vrai qu'en phase de transition, c'est là où on a été le meilleur. On se souvient des matchs contre Brest, et c'est là où on fait mal en fait, parce que on a des attaquants qui sont quand même qui sont talentueux, qui sont forts aussi dans la zone de vérité. Greenwood, c'est un joueur hyper efficace, c'est un joueur clinique. Maupay, il a montré qu'il était plutôt efficace aussi, même s'il rate une belle opportunité contre Lens, mais quand il y a de l'espace, il est plutôt bon. Wai aussi. Moi, je pense toujours que Wai reste, c'est un bon joueur. Jonathan Rowe aussi, c'est un joueur qui aime bien les espaces. Luis Enrique aussi, que ce soit contre Brest ou il y a eu un autre match où il a plutôt brillé. J'ai oublié. Il y avait Nice, mais Nice c'était un petit peu différent. Nice il marque un but, mais il brille pas forcément dans le jeu. Mais c'était Brest et Toulouse où il a été très bon. Luis Enrique. Donc voilà, on a des joueurs qui sont capables de manger les espaces. Quand il y a de l'espace, ça leur va très bien. Donc voilà. Au M1330, j'ai un petit peu répondu sur le cas Enrique Ouro. Moi, c'est par rapport aux défenseurs et aux latéraux monégasques qui, à mon sens, Rowe pourrait faire plus de mal à Vanderson que Enrique. Après, on pourrait me répondre aussi que Enrique, lui, aurait plus cette aptitude-là à défendre sur Vanderson qui monte aussi beaucoup. Ça sera un petit peu un jeu d'échecs, mais moi j'opterais pour Rowe en tout cas sur ce match-là, mais à moins qu'il reparte sur la même compo aussi que contre Lens, ça pourrait être le cas. Moi je repartirais vraiment sur un 4-3-3 plutôt classique. Tiens, n'hésitez pas, il y a Loïc Lachaud là qui a mis le numéro de téléphone au 01 87 40 25 74. N'hésitez pas à passer le petit coup de fil et venir dans l'OM au café ce matin pour échanger. Nous donner aussi votre compo probable, même si on sera là encore demain. Demain, on fera un peu un OM au café un peu plus léger. On aura peut-être un peu plus d'infos sur le groupe qui se détachera pour jouer le Monaco. Mais voilà, n'hésitez pas à venir nous proposer votre compo. Donc voilà, le 01 87 40 25 74 et vous taperez le petit code 346 481 704 dièse. N'hésitez pas, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, n'hésitez pas à appeler et on sera là pour échanger ensemble. Ça fait plaisir. Meïté aura-t-il encore sa chance? Je sais pas, je pense pas honnêtement. Je ne pense pas. J'ai l'impression que Meïté là pour le coup. On va vers peut-être un départ cet hiver. Malheureusement, ce serait malheureux parce que c'est un joueur auquel je croyais beaucoup. Mais j'ai l'impression que là, il jouera jamais. C'est dur pour lui. Après on verra. Je peux me tromper. On sait, Roberto De Zerbi, il nous a surpris depuis le début de la saison, mais je le vois mal jouer un match et débuter contre Monaco là, alors qu'il a jamais joué un match aussi important contre Monaco. Ça m'étonnerait que Meïté débute, donc ça, je pense que il sera encore remplaçant. Tu penses vraiment qu'on peut gagner au Vel contre Monaco? C'est moins fort Monaco qu'Auxerre? Non, Monaco c'est pas moins fort qu'Auxerre. C'est pas du tout ce que je dis. Peut-être que tu me poses la question par rapport à tout ce que j'ai dit depuis le début. Moi, je pense qu'on aura un coup à jouer. Je vois pas un match, par exemple, où tu te dis tu vas jouer le PSG à ces grandes heures, ou même là le PSG dernièrement, et tu te dis qu'ils ont, il y a 2-3 classes d'écart. Non, je l'ai dit comme en début d'émission, ils ont plus de certitude collective que nous, mais après, je pense qu'on a des arguments pour les mettre en difficulté. Nico Amskas, Monaco, est-ce que c'est plus fort que Lille? Je sais pas. Lille, j'ai beaucoup vu jouer cette année. Moi, j'ai plutôt bien aimé cette équipe-là. Lille, alors, elle a un effectif un peu plus restreint. Et je me posais des questions si elle allait être capable, notamment de conjuguer la Ligue des Champions et le championnat. Pour l'instant, elle gère ça plutôt bien, même si elle est derrière nous au classement. Mais
Je trouve quand même qu'il y a des éléments très forts dans leur équipe. Moi, j'apprécie beaucoup Zegrova, sa capacité à mettre le feu un petit peu dans les défenses adverses. Jonathan David, c'est un attaquant que j'apprécie aussi. Benjamin André, c'est un milieu de terrain, je trouve, sous-estimé en Ligue 1. Non, je trouve qu'ils ont vraiment une belle équipe. J'allais dire très belle équipe, c'est peut-être exagéré, et c'est pareil que un petit peu Monaco. Ils ont plus de certitude collective que nous. C'est un effectif qui joue ensemble depuis un petit moment. Genesio, c'est un bon entraîneur aussi, donc c'est dur à dire aujourd'hui si Lille est plus fort que Monaco. Je sais pas. Monaco aussi, c'est pas mal quand même aussi offensivement. En tout cas, ça sera deux gros morceaux là qui nous attendent. Donc, moi, pour un pronostic contre Monaco, 3-0 pour moi, j'avais failli avoir raison pour Lens déjà. ZD Mae, j'espère que tu auras raison. En tout cas, tu t'en rapprocheras. Je vois pas non plus une déroute comme ça. Non, ça sera un match très serré. Moi, je pense que si on accroche le nul, ce serait déjà pas mal. Il faut pas laisser Monaco s'échapper. Donc, faire un nul, je pense que ce serait pas mal par rapport à notre situation à nous. Là, je vois pas comment on va passer de... Lens était un peu mieux la seconde période, donc on sent qu'il y a aussi un petit peu de progrès. Après, Lens aussi a un petit peu flanché en seconde période et était moins pressant. Ça nous a permis aussi d'avoir un peu plus d'espace et un peu plus de liberté dans le jeu, mais... J'ai bien aimé la seconde période à Lens, ça m'a un peu rassuré pour la suite, mais je vois pas non plus l'OM faire un match abouti contre Monaco comme ça sortira un petit peu de nulle part. Je pense que ça va se faire petit à petit. Il va falloir être bon. Être bon dans nos moments un petit peu faibles, dans nos temps faibles. Il faudra être très bon et très solidaire parce que Monaco va forcément avoir des temps forts. Ça existe rarement de toute façon un match où que tu as maîtrisé de la première à la 90e minute. Dans le foot d'aujourd'hui, je vois peu d'équipes être capables d'avoir cette maîtrise-là totale pendant tout un match. Tu as forcément des temps faibles, après c'est ta force, et c'est là où tu vois la force collective, c'est que ces temps faibles-là, tu les gères plutôt bien, et c'est là où il va falloir être bon aussi défensivement. Donc j'espère que ce stage-là à Malmort, ça a permis de travailler un petit peu tout ça un peu plus sereinement, loin de Marseille, loin de l'agitation un petit peu marseillaise, et de la pression peut-être aussi. Donc voilà. Moi, je pense qu'on peut quand même malgré tout faire un coup. Je vois pas un Monaco beaucoup plus fort que nous. Donc, en tout cas, c'est ma vision pour l'instant. Monaco est plus fort que nous, ça c'est sûr. En tout cas, comme j'ai dit, a plus de certitude que nous. Mais il y a quand même un coup à faire. Ouais, Charlie Goyard, tout à fait. Si on repasse en 4-3-3, je garde quand même Rongier titulaire. Je garde le même milieu de terrain. Tout à fait. Ouais, non mais Lens a flanché aussi car ils ont fait beaucoup d'efforts en première et on a su faire le dos rond, même s'il y a eu des occasions pour eux en deuxième. Et c'est exactement ça, et c'est quand je te dis gérer nos temps faibles, c'est ça, c'est ce qu'on a fait un petit peu à Lens. Alors j'espère avec un peu plus de maîtrise quand même, parce que on a quand même été, on s'est exposé quand même à beaucoup de situations lensoises, et Rouly a joué aussi un rôle prépondérant dans la victoire de l'OM contre Lens. Donc voilà, mais c'est vrai que la stat des 10 tirs, je vous en parlais, je sais plus quand c'était, lundi ou mardi dans l'OM au café, je crois que c'était lundi, oui c'était lundi parce que mardi c'était pas moi, la stat des 10 tirs en première période et un seul jusqu'à la 80e minute, ça en dit long aussi sur notre capacité à avoir pu répondre dans ce match-là et avoir pu gérer aussi nos moments un petit peu plus faibles. Au mercato, Modric en prêt, tu prends Jesse Las Vegas, je sais pas trop. Modric, c'est vrai qu'on l'a annoncé comme un grand talent. J'ai un petit peu perdu de vue ce joueur-là. Après, c'est sûr que par rapport au talent qu'on lui connaît, ça pourrait être un atout de plus offensivement. Après, faudra qu'il y ait aussi des départs. Ça va être un mercato un petit peu... De toute façon, le mercato d'hiver, comme ça, c'est toujours un mercato un peu d'opportunité. Moi, je suis convaincu que Roberto De Zerbi voudra se renforcer défensivement et même en attaque. Ça parle peut-être de Raspadori en attaque. C'est un joueur qu'il apprécie énormément, De Zerbi.
Mais après, l'OM ne sera pas forcément prêt à faire beaucoup de sacrifices financiers, donc il faudra aussi trouver un juste milieu entre garder une économie un petit peu saine et se renforcer. Donc ça va être un mercato assez compliqué, mais je vois mal l'OM ne pas se renforcer. Moudryk, pourquoi pas, c'est un joueur qu'il a connu aussi. À voir. Après, Corbeau... non, pas Modric, Mudryk, c'est le joueur de Chelsea qui était au Shakhtar Donetsk. C'est pas Modric, Corbeau. Et tu me dis Modric ou Pogba, et Pogba de toute façon pourra pas jouer avant avril, donc ça sert à rien. Nico Amskas, le dernier OM Monaco me rappelle Vitinha, le fameux loupé de Vitinha qui m'avait valu de passer au zapping. Au Fada, j'en ai déjà parlé souvent de Pogba. Moi, je sais pas ce qu'en pense Romain Herring. Je sais qu'il apprécierait sa venue. Je sais qu'il est pour sa venue. Moi, je suis pas forcément emballé. Vous savez très bien. Je vous ai déjà exposé pas mal de fois les raisons. Moi, j'ai de gros doutes sur le fait qu'il retrouve un jour son niveau. Ça fait au moins 4 ans, 3-4 ans que c'est plus un joueur de foot, honnêtement, Pogba. Donc, à son âge, c'est dur de retrouver un niveau physique. C'est sûr que si on me ramène le Paul Pogba de 2018, je te dis oui tous les jours. Mais aujourd'hui, j'émets de gros doutes sur sa capacité à revenir. Et voilà où sont mes réserves en fait, c'est vraiment sur son aptitude, ses aptitudes physiques. Voilà, je vais y arriver. Mais voilà, après on verra. Peut-être qu'il va arriver et il nous fera de belles surprises, mais honnêtement, j'y crois pas beaucoup. Non, à Farensis, échange Wai Sekoumara, non, je prends pas Sekoumara, honnêtement. Je préfère garder Wai, lui faire un petit peu confiance. Je veux dire, il vient d'arriver, il est arrivé cet été. Ça veut dire que si tu veux te séparer déjà de Wai, de Brassier, des joueurs, dès qu'un joueur ne marche pas au bout de 3-4 mois, tu veux t'en séparer, c'est pas comme ça aussi que tu vas vraiment tu vas pouvoir faire un projet. C'est pas comme ça aussi que tu peux te projeter. Donc je suis pas forcément pour un départ d'Eli Wai, ni même de Lilian Brassier, honnêtement. Sur l'efficacité de Mitroglou, Mitroglou est pas loin d'être l'attaquant le plus efficace ces dernières années après Pierre-Emerick Aubameyang et Alexis Sanchez. Ouais, mais tu vois, encore une fois, on en revient au débat des statistiques qu'on avait l'autre jour sur lundi. Les statistiques ne suffisent pas pour me faire dire que un tel ou un tel c'est un très bon joueur. Mitroglou, on a vu son apport dans le jeu, c'était catastrophique, honnêtement. Donc moi, tu peux me dire qu'en termes d'efficacité, je veux dire, la plupart des buts, tu peux regarder. Alors on va me dire oui, mais il était là au bon moment. C'est la grandeur des attaquants d'être présent et d'être bien placé au bon endroit au bon moment. Mais il a quand même reçu énormément de caviar de la part de Dimitri Payet cette année-là. Je me souviens d'un match à Toulouse notamment où il lui donne un but tout fait, un match au Vélodrome. Je me demande si c'était pas Lille. Je dis peut-être une bêtise, mais c'était peut-être Lille où il donne, ou Metz. Je sais plus, j'ai un doute. Donc voilà, moi c'est pas Mitroglou. On va pas me faire passer Mitroglou pour un grand attaquant des dernières années de l'OM quand même. Je veux bien entendre des trucs sur Luis Enrique, mais là bon, Mitroglou, ce sera un petit peu pousser le bouchon. Ouais, bah après, Sylvoem, toi t'as l'image de Mitroglou contre Monaco là qui met le petit pont en se retournant comme ça c'était marrant. C'est vrai qu'il avait sûrement un peu de qualité. De toute façon, t'arrives pas à ce niveau-là en ayant joué à l'Olympiakos, à Benfica par hasard non plus, mais en tout cas le Mitroglou de l'OM c'était pas ça. Oh tiens, Brahim Doudou qui nous dit qu'il nous suit du Tchad. Bah merci à toi, ça fait plaisir. Tiens, je vais lire ton message parce que c'est aussi un débat qui a le mérite d'exister, même si je vais lire ton message et puis je vais te répondre. Est-ce que Harit a perdu sa place au profit de Rongier au milieu de terrain? Ça c'est une belle question.
Alors pour l'instant, Amin Harit est blessé, donc pour l'instant, il n'est pas forcément dans le débat. Une fois qu'il reviendra, la question va évidemment se poser. Et c'est ce qu'on se posait comme question avant de mettre Rongier. Est-ce qu'on va pas perdre, en mettant Rongier, on va pas perdre un petit peu en créativité? On a vu qu'au contre Lens, la seconde période a plutôt bien marché, même si on n'a pas eu pléthore d'occasions, on va pas se mentir. On n'a pas vu non plus en termes de football. On a vu une belle maîtrise, mais on n'a pas vu non plus énormément d'occasions, énormément de situations. On a vu une maîtrise du ballon, une bonne possession de balle. Le fait que tu mènes 1-0, ça t'a aussi aidé à l'avoir, ça t'a permis de gagner confiance. Mais voilà, après, Harit, ça n'a jamais non plus été dans la tête de De Zerbi et même dans notre tête à nous un titulaire indiscutable. On a toujours réclamé, même moi le premier qui apprécie plutôt la qualité technique de ce joueur-là, on a toujours réclamé de la concurrence à Amin Harit parce qu'on savait que c'était un joueur qui est d'à-coup, c'est un joueur qui n'est pas constant. Donc aujourd'hui, je pense que De Zerbi a des certitudes au milieu de terrain avec ce milieu-là. Il l'a dit après la conférence de presse que Rongier était vraiment utile. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, Harit a un petit peu perdu sa place, mais j'ai envie de te dire qu'il l'a jamais vraiment non plus gagné, Harit, malheureusement pour lui. Donc voilà. Oui, Trespichado, je crois que tu as raison. Mitroglou, il jouait dans le championnat allemand, enfin pas en Bundesliga, n'importe quoi, mais dans une petite division en foot amateur en Allemagne, exactement. En dernière nouvelle, je crois que c'était l'année dernière d'ailleurs. C'était l'année dernière, j'avais vu ça passer. Et peut-être qu'il y est encore, mais oui, carrière vraiment, une fin de carrière un petit peu bizarre pour Mitroglou, qui aimait beaucoup les soirées aussi. Pourquoi le jeu de Marseille change tout le temps par rapport au coach? On devrait avoir une grosse identité et se baser sur le centre de formation comme le fait le Barça pour avoir qu'un seul style de jeu et sortir plus de pépites et économiser des sous. Après Matinho, ça c'est un bon message évidemment, mais à Marseille tu sais que c'est pas possible. Enfin honnêtement, faire une politique comme ça demanderait énormément de temps, parce que ça demande aussi énormément de temps dans la formation. Ça veut dire faire une politique où tu fais vraiment confiance aux jeunes, mais aujourd'hui les jeunes en tout cas n'ont pas forcément envie de tous signer à l'OM parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas forcément de chance de jouer, donc c'est compliqué. Après, change tout le temps par rapport au coach. Là, on a la chance de partir sur un projet avec Roberto De Zerbi, donc faisons confiance à ce coach-là. J'ai l'impression qu'on a envie justement d'aller sur ce terrain-là, donc et de la continuité. Donc voilà. Après, se baser sur le centre de formation, pour l'instant, t'as pas forcément des joueurs et les pépites, comme tu dis, nécessaire pour faire cela, donc ça demande beaucoup de temps dans la formation, de revoir aussi la formation, de revoir ton projet de formation, et pour l'instant c'est pas du tout le projet de l'OM, ça on le sait bien, mais après l'identité de jeu, ça je te rejoins, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir Roberto De Zerbi. Ouais, tout à fait, Charlie Goyer, j'en ai parlé en tout début d'émission, c'est Andrea Maldera qui est suspendu 4 matchs, c'est 3 matchs fermes et 1 avec sursis pour être précis justement. Énorme sanction, oui, j'en ai parlé en début d'émission, Charlie Goyard, et tout à fait, je pense que vous pouvez retrouver l'article sur le fosséen.fr, il me semble que Loïc l'a rédigé, donc vous pouvez le retrouver pour avoir vraiment cette info là précisément. C'est dommage parce qu'à cause de ça on perd trop de joueurs comme Camara, Nasri et Lopez qui partent ailleurs. Ouais, mais après c'est ça aussi, quand tu formes les joueurs, je pense que si tu as une politique de jeunes et tu pourras pas l'installer dans la durée, je veux dire les joueurs qui vont commencer à éclore à l'OM, tu vas pas pouvoir t'installer dans la durée parce qu'ils vont avoir aussi des ambitions un peu plus élevées. Donc si tu fais cette politique-là, c'est pour revendre tes jeunes plus cher. Donc voilà, je pense que Camara aussi avait fait son temps, ne voulait plus prolonger, donc il est parti voir autre chose. Nasri, c'est pareil.
Lopez, c'est un petit peu différent. Je pense que l'OM ne comptait plus non plus sur lui. Donc, il y aura des jeunes là. Tu vois, je trouve que ce qui a été fait là ces dernières saisons, là d'intégrer progressivement les jeunes, que ce soit Sternal, Bacola, c'est positif. Ils sont très très jeunes et pourtant ils sont continuellement dans le groupe professionnel, aux entraînements en tout cas et régulièrement en match aussi. Donc c'est positif. Tu as Abdallah aussi, qui est un peu plus âgé que Sternal et Bacola, qui fait souvent des bancs. Donc voilà, après il faut leur donner aussi leur chance à un moment donné, mais ces jeunes-là dont j'ai parlé, Bacola, Sternal, sont très très jeunes. Donc pour l'instant, je trouve que la gestion est plutôt bonne à leur égard, à mon sens. Parce que moi, je pense pas qu'il soit apte pour l'instant à jouer. Alors Bacola, peut-être physiquement, est plus prêt que Sternal. Sternal, on l'a vu sur certains matchs, il est rentré contre Montpellier, contre Brest. C'est pas forcément des matchs évidents parce que le match était fini. Mais on l'a vu, en tout cas, peut-être qu'il n'est pas encore prêt physiquement à répondre à l'impact physique, en tout cas, de la Ligue 1. Donc, mais c'est positif de lui faire des entrées en jeu comme ça. C'est très bien. C'est très bien. Surtout qu'on croit beaucoup en lui au club. Donc, c'est positif. Et il y a de quoi parce qu'il a du talent. Ouais, je pense qu'on va finir là-dessus. À 11h, il est 11h42. On peut continuer un petit peu quand même. On va pas quitter, mais je vais te donner le programme du talk Denver, le dernier dino. Donc Sébastien Volpe à la présentation, Romain Canutic présent, Robin Lenoir qui a déjà fait beaucoup d'émissions, qui est très pertinent, je trouve, dans ses analyses. Robin Lenoir qui avait remporté la Talk Academy, il me semble, la deuxième année. Et le dernier, c'est Mehdi de Même Marseille, si vous êtes abonné à ce compte-là, Insta très marrant, qui est déjà venu aussi en plateau et qui est un suiveur régulier de l'Olympique de Marseille. Non, pas de Michel Aliaga pour le coup au M13. Tu vas être déçu du coup, mais non, il sera pas là ce soir. Donc voilà. Est-ce que tu trouves les critiques un peu dures envers Nadir ? C'est pas mal ce qu'il a fait à Lens. Si Roberto De Zerbi lui fait confiance, ça ne doit pas être un joueur si mauvais que ça. Alors, je ne sais pas de quelle critique tu parles pour le coup sur Bilal Nadir. Je trouve que moi, en tout cas, on avait fait un débrief un petit peu lundi. Je l'avais encensé parce que j'avais bien aimé son entrée en jeu, justement, pleine de caractère, d'envie et même de justesse technique. Je te rejoins sur l'aspect technique. Donc moi, j'avais plutôt bien aimé son entrée en jeu. Si Roberto Zerbi l'a convoqué, c'est qu'il l'estime. En plus, il le fait rentrer à la place de Koné. Donc c'est un gros message qu'il a envoyé. Honnêtement, à Bilal Nadir, ça veut dire si tu fais ce qu'il faut, tu joueras. Donc c'est positif pour lui. Après, c'est un joueur que j'ai pas forcément vu beaucoup évoluer à l'OM, donc pour te donner un avis arrêté, c'est compliqué et te dire vraiment ce que j'en pense. Mais voilà, même quand il rentrait de temps en temps l'année dernière, je trouve que c'est un joueur en sortie de banc qui peut t'apporter un petit peu cette folie et son envie aussi. Donc j'ai bien aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé son entrée à Lens. C'est pour ça que j'ai envie de le revoir comme ça sur des entrées en jeu. Donc voilà, mais j'ai pas vu beaucoup de critiques à son égard en tout cas. Tiens, je vais prendre le message. Ouais, mais j'en ai parlé aussi, Mathieu S. Tiens, dans le chat YouTube, je trouve scandaleux la sanction infligée à un match à huis clos avec sursis. Pour un acte isolé, on va suspendre le Vélodrome. On ne peut pas accepter une telle sanction. Qu'en penses-tu ? J'en ai parlé, mais ce que tu as dit, moi aussi, je rejoins à 100%. Je trouve que la sanction est beaucoup trop sévère. Alors, c'est un sursis, donc voilà. Mais voilà, mettre un sursis, en tout cas, sur tout le Vélodrome pour un jet en plus involontaire, je trouve ça un petit peu fort de café, comme on dit. Mais je te rejoins là-dessus complètement. Tiens, John Smithy qui dit « Il y a quelques années, les équipes adverses avaient peur du Vélodrome et tu gagnais pas à l'extérieur parce que l'OM était le match de l'année pour toutes les équipes. » Ouais, après, ça dépend en quelles années. C'est assez disparate parce que sous Sampaoli Tudor, t'étais pas bon à domicile non plus et t'étais excellent à l'extérieur. Contre l'année dernière, c'était l'inverse alors que t'as fait une saison quand même dans l'ensemble catastrophique. Il y a eu l'année Guéretz aussi où tu étais très bon à l'extérieur
est mauvais au Vélodrome, alors que on a tous adoré, et je pense que toi le premier, si t'étais si t'es pas trop jeune pour avoir connu ça, mais l'année Eric Guéret, on a tous adoré ce coach-là, et le football qu'il prenait était enthousiasmant, et pourtant voilà, sous sa direction, on n'était pas forcément bon. Donc des fois, c'est presque inexplicable. Hein. Là, cette année, je trouve qu'on n'a pas fait non plus énormément de matchs à domicile pour dire qu'il y a un syndrome pour l'instant Vélodrome. On a gagné contre Nice le premier match au Vélodrome. Non, le premier match c'était contre Reims. Tu fais nul contre Reims. Tu fais plutôt une très bonne première période. Donc là, le match tourne mal, mais t'as pas senti une équipe d'entrée de jeu timorée, en tout cas, ou inhibée par ce Vélodrome-là. J'avais vu une très belle première période. Donc il y a eu ce match-là contre Reims. Après, à Nice, tu gagnes chez toi avec une belle ambiance. Et puis après, tu as le match contre Paris. Tu rates complètement, contre Angers où tu fais nul, et contre Auxerre. Donc tu as 5 matchs pour l'instant au Vélodrome. Peut-être que si tu enchaînes là, si tu bats Monaco, que tu bats Lille, on parlera plus de syndrome Vélodrome. Donc je pense je pense qu'il va falloir aussi attendre un peu plus de matchs au Vélodrome pour voir s'il y a vraiment un syndrome ou pas, ou s'ils ont vraiment une pression liée au stade. Ah tiens, Moineau 30, belle question ça. Plutôt grosse équipe ou petit poussé pour la Coupe de France? D'ailleurs, le tirage au sort aura lieu lundi. Donc je pense qu'on fera une émission un petit peu spéciale tirage au sort, parce que ce sera lundi. En plus, ce sera au moment du talk. Ce sera aux alentours de 18h, 19h. Loïc, dis-moi si je me trompe, mais... c'est 19h, merci Loïc. Donc 19h, donc on fera sûrement une émission spéciale. Moi, ouais, petite ou grosse, moi j'ai envie d'aller le plus loin possible. Je pense, voilà, ce serait bien d'avoir une petite, là, tranquillement, tu passes un tour. Alors, si l'OM nous a habitués parfois à des éliminations surprises, l'année dernière, tu vois, par exemple, une Thionville, comme on avait eu l'année dernière, même si on avait eu du mal un petit peu... voilà, je prendrais quand même une petite, honnêtement. 19h, merci l'Olive aussi, très bon. Journal Repubblica en Italie sur la rumeur Raspadori, assez sérieux au M13. J'en ai parlé tout à l'heure justement de Raspadori, c'est un attaquant que De Zerbi apprécie depuis de nombreuses années. Je l'ai dit, ça va être compliqué financièrement à faire. Ça parle peut-être d'un prêt avec obligation d'achat. L'OM est pas forcément pour. En tout cas, c'est ce que dit l'article. Ça m'étonne pas en fait cette piste-là, parce que ça fait des années que Roberto De Zerbi dit qu'il apprécie ce joueur-là. Qu'en attaque aussi on peine un petit peu, mais ça veut dire que tu rajoutes un attaquant, mais c'est un joueur qui peut jouer aussi, qui peut jouer en soutien de l'attaquant, donc en profit d'un milieu un peu plus offensif. À voir cette rumeur-là aussi, mais en tout cas c'est assez sérieux. Journal Repubblica, tout à fait. C'est pas du vent. Je pense qu'il y a un intérêt vraiment prononcé de Zerbi. C'est pas grave. Au M13, on vient quand on veut. Mais tu pourras te faire le replay du coup. Mais j'en avais un petit peu parlé juste avant. On est blindé avec Franck McCourt, ouais, écoute. Moi, si tu peux prendre un seul joueur au mercato, à quel poste tu recrutes? Pour moi, c'était le poste presque prioritaire. Alors, c'est dur à dire, parce que tu as la défense, tu as besoin de te renforcer peut-être. Mais moi, je le dis depuis un moment, c'est peut-être un milieu offensif. Milieu offensif, ou un joueur, un neuf en tout cas, capable de garder les ballons dos au but. Parce qu'on a vu aussi Mopes, c'était un petit peu compliqué en première période, quand il s'est fait rentrer dedans par Danso. On a vu qu'il n'a pas su répondre à ce défi physique-là. Tu as besoin d'avoir un attaquant pas forcément grand, ou pas forcément grand. Tu vois, par exemple, un Alexis Sanchez, dos au jeu, il était très bon. Je parle pas forcément en termes de gabarit, mais vraiment de profil de jeu, d'être capable de conserver les ballons dos au jeu. Donc voilà, soit un milieu offensif, soit ce profil-là, mais ça va être compliqué, parce que ça veut dire que tu mets aussi dans les pattes un nouveau joueur, un nouvel avant-centre dans les pattes de Mopé ou Haïm, mais bon, ça fait partie aussi du jeu de la concurrence.
Oui, mais je pense que Raspadori, c'est pas forcément. Tu vois, De Zerbi, je pense que c'est plus dans le jeu. Je réponds à ton message, Sylvo M, par rapport au fait qu'il n'est pas marqué depuis le début de la saison, Raspadori. C'est pas forcément ce qui va l'intéresser. Et honnêtement, j'avais déjà lu des articles sur Roberto Zerbi qui disaient vraiment du bien de ce joueur-là. Donc je sais qu'il l'apprécie beaucoup. Mais c'est plus dans le jeu en fait qui va trouver son utilité, parce qu'après tu as des joueurs à côté qui sont capables de marquer. Quand tu vois que Greenwood c'est lui notre meilleur buteur, tu as Jonathan Rowe aussi, on a vu, qui était capable de marquer, Luis Enrique quelque part qui a fait beaucoup parler sur le début de semaine, mais qui est capable de marquer aussi, donc voilà, tu as d'autres joueurs et d'autres atouts offensifs qui sont capables de te marquer les buts. Là, ce qu'il va regarder, c'est vraiment, comme je te l'ai expliqué, un attaquant capable de conserver ses ballons de haut jeu, de faire jouer aussi ses partenaires, d'être bon aussi dans le jeu combiné. C'est un petit peu le cas de Raspadori. Et Raspadori a cette faculté-là aussi à jouer en second attaquant ou un petit peu en retrait. Donc ça sera un profil en tout cas qui peut vraiment plaire à De Zerbi. Mario Desutti ou Mumbagna aurait-il pu s'intégrer dans le jeu de Zerbi? De Zerbi l'estimait beaucoup en début de saison, mais il y a beaucoup de progrès techniques à faire. Si Mumbagna, lui, peut résister au duel, oui, mais après, c'est techniquement, je trouve qu'il manque de justesse technique. C'est trop limité pour l'instant, mais il peut progresser lui aussi, c'est pareil. Mais il aurait fallu du temps, et là, pour l'instant, il est blessé, il va revenir, donc Mumbagna n'est pas forcément dans les petits papiers pour l'instant, ou dans les idées de Roberto De Zerbi. Bon voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, on a prolongé un petit peu l'émission, je vous avais dit tout à l'heure. Eh ben c'est très bien, 11h52, on se retrouvera demain, déjà ce soir, prenez note, le talk show à 18h avec Sébastien Volpe, avec Romain Canuti, Robin Lenoir et Mehdi, et puis on se retrouve demain à 11h pour l'OM au café. On fera un petit quiz, parce que j'ai vu la question passer tout à l'heure dans le chat. Allez, un quiz. Ça sera demain, vraiment, pour terminer la semaine en beauté. Passez une très très belle journée chez vous, où que vous soyez. Restez connectés sur lephocéen.fr pour toute l'actualité sur l'Olympique de Marseille. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous, on se retrouve demain à 11h pour l'OM au café. Ciao, ciao.